Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être toujours plus nombreux à notre rendez-vous santé du jeudi. Les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de décès dans le monde, 16% du total d'après l'OMS. Dans les pays occidentaux, elles représentent la deuxième cause de mortalité chez les hommes derrière le cancer, la première chez les femmes. Nous faire découvrir et mieux comprendre le fonctionnement, les maladies, les traitements, la prévention de cet organe vital qu'est le cœur. Tels sont les objectifs du docteur Emmanuel Berthelot, cardiologue, PH à l'hôpital de Bicêtre, dans son ouvrage 3 milliards de battements, les secrets de notre cœur, aux éditions du Rocher. Elle est mon invitée cet après-midi. Docteur Berthelot, bonjour. Bonjour Serge Rafal. Alors partons à la découverte de cet organe qui nous permet de vivre, marcher, courir, aimer, le tambour de la vie pour les Indiens, d'où le titre, avec 3 milliards de battements environ dans une vie, 70 battements par minute. Effectivement, moi, j'ai toujours été intriguée par le fait que finalement, on a, nous les humains et en général les mammifères, on a un nombre de battements fini finalement dans la vie. Et chez l'homme, quand on estime, aujourd'hui à la naissance, on a une durée de vie qui peut être autour de 80 ans. Et bien en fait, ça représente 3 milliards de battements cardiaques. Donc, mais par exemple, chez la souris, le cœur bat beaucoup plus vite et du coup, la durée de vie est beaucoup plus courte. Et chez la baleine, le cœur est beaucoup plus lent et donc la durée de vie est beaucoup plus longue. Et j'ai trouvé ça toujours très intriguant et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre comme ça. Alors les progrès, nous allons le voir, ont été colossaux dans sa connaissance et ses traitements, mais c'est pourtant encore chaque année 120 000 infarctus à peu près, on verra tout à l'heure, 150 000 accidents vasculaires cérébraux, 40 à 50 000 morts subites. Alors oui, c'est vrai que on connaît de mieux en mieux le fonctionnement du cœur, on connaît mieux les maladies et aujourd'hui on a de très bons traitements pour prendre en charge toutes les maladies cardiovasculaires. On prend très bien en charge les infarctus et il y a de très bons traitements pour l'insuffisance cardiaque et je crois qu'on y reviendra peut-être un peu plus tard. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de rappeler les messages pour que les gens reconnaissent les symptômes des maladies cardiaques. Ne tarde pas à consulter parce que finalement, on peut mettre en place très rapidement des mesures préventives et quand c'est un petit peu trop tard, quand on est malade, effectivement, des mesures de traitement, des traitements qui marchent très bien, des traitements médicamenteux, interventionnels, des mesures un peu générales sur de l'hygiène quotidienne et tout ça, en fait, améliore le fonctionnement du cœur. Et on peut vivre avec une maladie cardiaque plus longtemps aujourd'hui qu'il y a quelques décennies, effectivement. Alors, pour être schématique, le cœur, c'est une double pompe et une installation électrique. Double pompe, il y a 2 ventricules, c'est ça? Oui, alors le cœur, c'est une pompe. J'aime bien rappeler dans mon livre que c'est une pompe intelligente, en fait, parce que c'est vrai que... le cœur, c'est l'organe qui permet au sang de circuler, donc au circuler dans la circulation systémique pour alimenter les organes en nutriments et en oxygène. Vous dites 6 à 8 000 litres par jour. Si, oui. Donc c'est une pompe qui marche très bien et qui marche longtemps. Et donc la partie gauche qui alimente le sang oxygéné en nutriments et en oxygène justement vers la circulation systémique pour apporter tout ce qu'il faut pour les organes, pour marcher, réfléchir, manger, digérer. Et puis une autre pompe à droite qui elle en fait a pour objectif d'envoyer du sang rempli de déchets et de gaz carbonique dans les poumons pour que finalement le sang soit nettoyé du gaz carbonique et reçoive dans les poumons de l'oxygène et repasse dans la circulation systémique. Donc c'est effectivement une double pompe. Après, j'aime bien dire que c'est pas qu'une pompe parce que c'est vrai que en fait, on parle beaucoup du cœur comme un organe qu'on ressent, qui a toujours été un petit peu mis en lien avec les émotions humaines. Et en fait, il se trouve que les recherches récentes montrent qu'effectivement, le cœur est connecté au système nerveux autonome, donc sympathique. Directement au cerveau, en fait. Au cerveau, oui, mais aussi au système nerveux sympathique et parasympathique, qui sont en fait des systèmes automatiques et qui vont en fait réagir très rapidement devant une stimulation extérieure, par exemple un chien qui
qui vient vers nous dans la rue, et bien en fait on va avoir très rapidement le cœur qui s'accélère bien avant d'avoir eu la réflexion que tiens, il y a un chien qui court dans la rue, et en fait le cœur va réagir très rapidement pour pomper plus vite et plus fort et pour nous permettre de courir. Et de façon réflexe aussi, si par exemple on mange et on est dans un bon repas et on se détend, le cœur va se ralentir, et tout ça sous l'effet du système nerveux autonome, sans qu'on ait vraiment besoin d'y réfléchir, et va donc se contracter plus doucement pour permettre la digestion et des activités plutôt de ressources. Vous avez insisté sur le rôle de la pompe, mais il y a une magnifique installation électrique aussi. Alors oui, donc c'est des battements cardiaques. Le premier battement, il survient environ à 3 semaines de vie dans le développement fœtal, dans le développement embryonnaire, dans le ventre de la maman. Donc en fait, on dit que c'est le signal de vie. À 3 semaines, il y a le petit cœur qui se forme. Au début, c'est un tube, mais très rapidement, il y a cette activité électrique. Et c'est ce qu'on voit en fait quand on fait la première échographie dans le ventre de la maman. On voit ce cœur qui commence déjà à battre, et assez rapidement dans la grossesse, finalement, le cœur va avoir sa forme avec ses 4 cavités et se contracter automatiquement. Alors bon, le sang qui permet d'alimenter le fœtus et le sang de la maman, mais en fait très rapidement le cœur bat aussi à l'intérieur du fœtus et va battre jusqu'à tout au long de la vie. Électrique qui emprunte des voies très très précises. Tout à fait. Oui, c'est en fait le cœur est une sorte il y a un circuit électrique à l'intérieur du cœur. Il y a des cellules qui sont douées d'une faculté tout à fait singulière et extraordinaire qui impulse un battement. Et donc en fait, il y a 2 types de cellules dans cette pompe. Il y a des cellules qui se contractent et il y a des cellules qui impulsent et qui transmettent un circuit électrique. Et donc vous avez à l'intérieur du cœur plusieurs branches qui permettent au courant électrique, et c'est véritablement un courant électrique à l'intérieur du muscle cardiaque qui permet la dépolarisation du muscle et donc ensuite sa contraction. C'est comme ça que ça se passe. Alors, le diagnostic en cardiologie, parce que très vite, on va essayer, vous l'avez expliqué, les traitements ont progressé, la prévention est très très importante, et le diagnostic précoce, lui aussi. Alors, on dit certains disent que l'interrogatoire est vraiment essentiel en cardiologie, il donne les 3/4 du diagnostic, une toute petite partie pour l'examen clinique et une toute petite partie pour les examens complémentaires. Alors oui, moi je pense que pour les auditeurs, ce qui est important, c'est de connaître les symptômes qui sont les symptômes cardiologiques. Avoir un problème cardiaque, souvent c'est ça peut se manifester sous forme de 4 symptômes. Le premier symptôme, je pense qu'on peut vraiment avoir en tête et garder en tête et que les gens connaissent, c'est la douleur thoracique. La douleur dans la poitrine, c'est le symptôme qui est relié le plus fréquemment à un infarctus. La douleur thoracique qui est d'origine cardiaque, c'est une douleur qui survient qui peut survenir à l'effort ou au repos quand c'est plus grave, qui est très constrictive et qui peut irradier dans les bras, dans les épaules, dans les mâchoires. L'irradiation, mâchoire et membre supérieur gauche, ça c'est plus inquiétant. Voilà, c'est une douleur inquiétante. Après, il y a beaucoup de causes qui donnent des douleurs thoraciques. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont inquiets parce qu'ils ont des douleurs. Des fois, c'est des pincements intercostaux. C'est pas toujours le cœur, mais c'est vrai que la douleur qui doit nous faire qui doit nous alerter, c'est la douleur qui est oppressante, un peu inquiétante, qui ne passe pas et qui irradie dans le dos, dans les épaules, dans les mâchoires, dans les bras. Voilà. Après, sur les explorations, donc bien sûr l'électrocardiogramme, on va pas le développer. Il y a 2 examens qui actuellement on fait de plus en plus. Je voudrais juste que vous nous disiez un mot très très rapidement. Le calciscore et puis l'imagerie, en fait, à la fois le scanner et puis l'IRM en cardiologie. Alors, je reviens juste sur les symptômes, parce qu'en fait, je vous ai dit un symptôme et je me permets juste de dire les 3 autres symptômes très rapidement. Le deuxième symptôme, c'est l'essoufflement. Donc, qui doit, en fait, le cœur, quand il fonctionne pas bien, ça essouffle, et donc c'est un des symptômes. Les palpitations.
et puis les syncopes. Donc c'est les 4 symptômes qui sont liés au cœur. Après, donc effectivement, sur les examens complémentaires, on a beaucoup progressé aujourd'hui. On a l'électrocardiogramme, comme vous le disiez, qui est vraiment qui reste là-bas. Voilà. Mais en fait, on voit déjà beaucoup de choses sur un électrocardiogramme. On peut voir s'il y a un infarctus déjà, et on voit s'il y a des problèmes de rythme. Donc c'est aussi informatif. Mais les patients viennent souvent nous voir en disant voilà, je voudrais savoir si je risque de faire un infarctus. Donc un tout petit peu avant. Après, voilà. Donc après, c'est pour ça qu'il faut aller plus loin. Je vous posais la question sur le calcul. Donc après, souvent l'examen qui vient en deuxième, c'est l'échographie cardiaque. Et après, pour ce qui est alors donc du scanner coronaire, vous parlez du score calcique. Effectivement, c'est un scanner qui est particulier puisqu'en fait, il permet de regarder les coronaires. Enfin, en fait, il y a le scanner qui permet de regarder s'il y a des calcifications à l'intérieur du cœur, et ça s'appelle donc ce score calcique. Le score calcique permet donc juste de voir les calcifications dans le cœur, et les calcifications sont un marqueur de la présence de plaques au niveau des artères coronaires. C'est pour ça qu'on le demande. Et si cet examen... plaques, c'est ce qui va boucher les vaisseaux, les coronaires, qui sont les petits vaisseaux de cette magnifique pompe dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors oui, les artères coronaires, pour le rappeler aux auditeurs, ce sont en fait les artères nourricières du muscle cardiaque. Ce sont celles qui sont touchées quand on fait un infarctus. En fait, c'est une occlusion, c'est un arrêt de l'alimentation du sang dans les artères coronaires. Alors, donc c'est pour ça qu'on le dépiste avec le scanner, puisque on peut le dépister. Il y a d'autres examens, mais le scanner nous permet de voir les calcifications et parfois de voir les anomalies, les rétrécissements au niveau des artères sur quand on fait un scanner coronaire. De plus en plus, l'imagerie a sa place en cardiologie, on peut dire ça. Oh oui, on a beaucoup d'examens. En fait, après, je pense que quand on a beaucoup de moyens de diagnostic. Après, il faut laisser le cardiologue juger de quel examen est le mieux, parce qu'en fait, on a beaucoup d'examens qui sont possible. Vous parliez du scanner, il y a l'échographie, il y a l'IRM cardiaque, il y a la scintigraphie, il y a plusieurs types de scintigraphie d'ailleurs. Après, ça dépend un petit peu du profil des gens, et puis ça dépend des maladies qu'on cherche. On voit pas tout sur un scanner, par exemple. Alors, vous avez évoqué là tout à l'heure l'infarctus. On va peut-être être un tout petit peu en amont. On va bien sûr parler de l'infarctus, mais des facteurs de risque. Alors, dans les facteurs de risque, il y a 2 groupes de facteurs. Il y a ceux qui sont non modifiables, sur lesquels on peut rien faire, l'âge, le sexe, l'hérédité, et puis d'autres sur lesquels on doit agir. Tout à fait. Alors, les maladies cardiovasculaires ont cette particularité qu'elles ne surviennent pas du jour au lendemain. Elles surviennent sur un terrain particulier. En particulier les maladies coronaires. La première cause, la maladie la plus fréquente finalement au niveau du cœur, c'est souvent les maladies coronaires qui donnent les infarctus, comme vous le disiez, pardon. Et donc les facteurs de risque, ce sont les anomalies qui vont conduire au développement de ces fameuses plaques d'athérome, qui sont des dépôts de calcaire et de lipides dans la paroi des artères, et notamment des artères coronaires. Les facteurs de risque, donc, ils sont modifiables, ils sont au nombre de 6, et c'est bien de les connaître parce que finalement, quand on les a, on peut agir en amont avant d'avoir un problème cardiaque, et avant d'avoir une maladie coronaire. Et donc, dans ces facteurs de risque, il y a l'hypertension artérielle. Donc, avoir une hypertension, avoir la tension trop élevée, c'est pas bon pour le cœur. Ça le fait pomper plus fort, ça le fait pomper davantage. Ça abîme les parois des artères. Et donc, il faut lutter contre l'hypertension en prenant un traitement si nécessaire, ou en ayant une bonne hygiène de vie. Le diabète, donc avoir trop de sucre dans le sang. Aujourd'hui, on a une alimentation trop sucré. On a beaucoup de personnes qui en fait vont présenter un diabète. On a beaucoup de diabète de type 2, donc en fait c'est des diabètes, je dirais, liés à la consommation excessive de sucre, et on en reparlera peut-être sur les facteurs qu'il faut faire pour éviter de manger trop sucré. Donc le diabète, le cholestérol, on en a beaucoup parlé il y a plusieurs années. Aujourd'hui, moi, j'aurais plutôt tendance à parler du diabète et du sucre, mais on peut aussi encore en parler. Le cholestérol, effectivement, trop de cholestérol, ça se dépose dans les artères, ça les abîme. Il y a la sédentarité. Aujourd'hui, malheureusement, suite à la pandémie de Covid, les gens ne bougent
font beaucoup moins d'exercice physique, restent beaucoup chez eux. Et c'est très important de remettre les gens en mouvement. Moi, je vois beaucoup de gens qui font beaucoup moins d'exercice et je suis très, je suis très triste de ça parce que je sais que c'est très mauvais pour le cœur. Le cœur vous dites qu'il y a une corrélation entre la maladie cardiaque et le temps assis Exactement, par tout à fait. Oui. Ça a été montré dans plusieurs études. On a l'obésité, donc l'excès de poids. Les gens voient pas forcément le lien. Si, en fait, l'obésité, ça augmente l'inflammation, ça augmente en fait le taux de gras et donc c'est pas bon pour le cœur ni pour les artères. L'augmentation du périmètre abdominal, ça reste valable? Oui, tout à fait, avoir un surpoids abdominal. Et puis le stress aussi. Voilà. Oui, dans votre ouvrage, vous parlez du syndrome du cœur brisé. On va pas avoir le temps d'en parler, mais je renvoie nos auditeurs à ce chapitre qui est particulièrement intéressant. Donc, vous expliquez le rôle du stress. Une colère peut multiplier par 5 le risque d'infarctus, celui d'accidents vasculaires cérébraux, et un tiers des victimes d'infarctus vont faire une dépression. Donc, vraiment, le lien entre le stress, l'humeur, le cerveau et le cœur. Tout à fait. Il y a un lien très très fort entre le cœur et le cerveau, à la fois en causalité et en conséquence. Et on sait que l'un et l'autre, quand l'un ne va pas bien, l'autre ne va pas bien non plus. Quand le cerveau ne va pas, le cœur ne va pas, et vice versa. Quand le cœur ne va pas bien, souvent aussi le cerveau va moins bien. Alors on va parler de l'infarctus, donc qui est finalement l'accident aigu, le cœur brisé, comme vous dites. Et là, c'est l'occlusion brutale d'une des petites artères qui irriguent le cœur. Là, oui. Alors l'infarctus, c'est la première cause de décès chez les femmes. Pourquoi c'est la première cause de décès chez les femmes? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que les femmes, elles pensent pas qu'elles vont avoir un infarctus, parce que historiquement, les femmes avaient beaucoup moins de risques de faire un infarctus, et donc aujourd'hui, on pense qu'on est un peu protégé en étant femme. En fait, non. Aujourd'hui, les femmes, elles fument, elles ont des facteurs de risque, et donc elles ont plus de malchance de faire un infarctus. Donc c'est la première cause de mortalité chez la femme. Je pense que c'est important de le rappeler. Et donc, quand on a une douleur thoracique, des fois il y a d'autres symptômes, douleur épigastrique, fatigue. Enfin voilà, faut pas hésiter à consulter. Donc l'infarctus, effectivement, c'est peut-être une des premières, en tout cas c'est la première mortalité d'origine cardiovasculaire. C'est l'occlusion brutale d'une artère coronaire qui va en fait déclencher une mauvaise irrigation, un mauvais passage de sang au niveau du muscle cardiaque, et qui va en fait créer une souffrance par défaut d'oxygénation d'une partie du muscle. Il s'ensuit finalement à moins qu'on aille déboucher l'artère très rapidement, une souffrance et donc une nécrose, une partie du muscle qui va finalement mourir et qui ne pourra peut-être pas récupérer. Un message qui est un message très important, je pense, c'est d'intervenir très très rapidement. Donc les conseils qu'on donne aux patients, c'est de ne pas aller aux urgences, mais d'appeler le SAMU, parce que là, la prise en charge cardiologique a énormément changé depuis le moment où j'ai commencé à exercer, ce qu'on fait maintenant. Alors effectivement, aujourd'hui, donc on soigne les infarctus en faisant une coronarographie, en allant déboucher l'artère avec une technique d'angioplastie. On met un stent en fait pour déboucher l'artère qui est petit ressort à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de l'artère exactement. Et en fait, l'important à savoir pour les auditeurs, c'est que plus vite on débouche l'artère, moins est le dommage au niveau du muscle cardiaque. Donc en fait, quand on a cette douleur qui ne cède pas, qui est au repos, qui est oppressive, vraiment j'insiste, c'est une douleur intense. C'est vraiment une douleur. Les gens en fait mettent leurs mains comme ça et elle passe pas, elle est au repos, et quel que soit, on prend un Doliprane, on s'allonge, on se pose sur le côté, ça ne passe pas. Si ça passe pas au bout de 15-20 minutes, c'est pas une petite douleur nerveuse, c'est vraiment une douleur. C'est pas très, une douleur qui fait une minute comme un petit pincement. C'est vraiment une douleur intense qui dure, pour l'infarctus, qui va durer plus que 15 minutes. Eh bien, enfin voilà, si vous avez ce type de douleur, 15 minutes, vous appelez le SAMU. Faut pas aller aux urgences, faut surtout noter l'heure où vous avez commencé à avoir mal dans la poitrine, parce qu'en fait, ça peut conditionner le type de prise en charge. En fait, plus vite on va pouvoir intervenir, plus vite on va déboucher l'artère. Encore une fois, meilleur est le pronostic.
Vous disiez tout à l'heure, vous avez évoqué les dames, et là j'ai lu une étude où on expliquait que l'infarctus chez la dame est pris en charge 1 heure plus tard parce que les symptômes sont moins aigus, donc ça paraît moins grave, et elle ne consulte pas aussi rapidement que les messieurs. Effectivement, dans une étude qui a été faite, et d'ailleurs je remercie mes collègues de la Société de cardiologie, parce qu'en fait on a beaucoup travaillé sur l'infarctus chez la femme à la Société de cardiologie à l'SFC, et en fait il se trouve que effectivement parfois les symptômes sont atypiques, mais quand même le symptôme de douleur thoracique reste le symptôme numéro 1. Effectivement, chez la femme, c'est parfois la douleur épigastrique qui s'arrête pas, la grande fatigue, le grand essoufflement. Ça peut être d'autres symptômes, le malaise, la syncope. Ça peut être des symptômes qui peuvent amener à appeler le SAMU en urgence. Mais surtout, le problème qui s'est posé, c'est qu'en fait, on pensait il y a encore quelques années, et on a vu que c'était complètement faux. On pensait que les femmes étaient protégées quelque part par les oestrogènes, mais tout pas à fait. Alors en fait, effectivement, elles sont protégées par leurs hormones, mais en fait, il y a plusieurs dizaines d'années, les femmes, elles travaillaient moins, elles ne fumaient pas, elles avaient moins de stress et elles prenaient pas de pilules. Bon. Parfois. Enfin bon, peut-être que je fais une caractéristique, c'est pour vous dire comment c'était il y a plusieurs décennies. Je pense que Et aujourd'hui, on a des femmes qui sont stressées, qui prennent la pilule œstroprogestative, qui fument et donc qui ont autant de risques que les hommes. Et donc, c'est pour ça que c'est un message à redresser. Oui, les femmes sont exposées au risque d'infarctus aujourd'hui, en 2022. Alors, nous n'aurons pas le temps de développer les troubles du rythme, mais j'ai appris dans votre livre ce qu'était la chamade, et vous dites le cœur qui bat la chamade. En fait, la chamade, c'est un processus militaire. C'est un roulement de tambour pour demander une trêve pour recueillir un corps de soldats. Voilà, j'ai trouvé cette anecdote intéressante. L'évolution, on va pas avoir le temps de le développer, mais l'aboutissement de toutes les maladies cardiaques, ça reste l'insuffisance cardiaque. Oui, là, on traite de mieux en mieux les maladies, mais néanmoins, l'évolution d'une maladie cardiaque, c'est l'insuffisance cardiaque, et donc c'est une maladie qui est peu connue, qui est mal connue, qui se développe donc souvent sur un terrain d'une autre maladie préexistante, et qui va entraîner souvent un essoufflement ou des œdèmes ou une fatigue. Et pareil, il faut consulter, parce qu'on a des très bons traitements aujourd'hui dans l'insuffisance cardiaque. Il faut surtout reconnaître la maladie et la diagnostiquer. Le traitement donc doit être le plus précoce possible, vous l'avez expliqué, pour ralentir l'évolution de cette maladie. Il y a des éléments pronostiques importants. C'est les examens dont on a parlé tout à l'heure, et qui sont la force d'éjection du ventricule gauche. Donc ça, c'est quelque chose qui fixe le pronostic, ça. Oui, il y a plusieurs marqueurs. Il y a des dosages dans le sang, comme le NT-proBNP. Il y a la fraction d'éjection. Il y a d'autres paramètres qui peuvent nous aider à savoir un peu comment traiter cette maladie et quel est son pronostic, quels sont les... Voilà, alors je renvoie nos auditeurs à votre livre sur l'insuffisance cardiaque. Je voulais juste faire un petit clin d'œil. On est ici, vous le savez, dans le studio Serge Hagenberg, qui était notre ancien directeur, qui a été greffé du cœur. Et j'apprends dans votre livre qu'il y a en fait 4000 patients qui vivent avec un cœur greffé en France. Ça fait. Voilà, alors on arrive au terme de notre entretien. Alors on comprend qu'on a, enfin vous l'expliquez, on n'a qu'une vie, on n'a qu'un corps, on n'a qu'un cœur. Donc nécessité d'en prendre soin. Oui, je pense que il y a des façons de prévenir tout ça. Moi, j'insisterai surtout sur la reprise de l'activité physique, le fait de manger moins gras, moins salé, moins sucré, et puis de faire des exercices de respiration pour être un peu moins stressé, comme je le dis dans mon livre. Mettre du cœur à l'ouvrage et avoir le cœur léger, c'est 3 milliards de battements, les secrets de notre cœur. Docteur Berthelot, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.